Mesdames et messieurs, bonjour. L'affaire Guérandi fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive depuis la révélation sur la disparition présumée de l'ex-putschiste devenu opposant politique en exil. Des interrogations, des incertitudes et surtout le silence assourdissant du gouvernement s'entremêlent. Pour en faire une sorte de mystère finalement, on en parle donc ce dimanche à Canal Presse. Bienvenue à tous. Voici Ebel Olinga avec le menu de la semaine. Bonjour. Guérandi Mbara encore et toujours au centre des discussions dans les cafés. Face aux révélations de Jeune Afrique sur la disparition de l'ex-capitaine putschiste il y a 2 semaines, Maurice Kamto appelle à une mobilisation multilatérale et demande la création d'une commission internationale d'enquête. Le pouvoir d'étoudi reste muet à ce sujet, tandis que la super gagne Ouagadougou, où l'ennemi numéro 1 du régime Biya aurait passé plus de 30 ans. Autour de ce sujet gravitent moult interrogations, des incertitudes et la confusion totale. Questionnement dans cette édition de Canal Presse. Curiosité, un prêtre initie une pétition contre le président de la République. Le père Lado, puisqu'il s'agit bien de lui, au nom de la dignité des pauvres au Cameroun, demande la fin des séjours de Paul Biya à l'hôtel intercontinental de Genève en Suisse. Initiative individuelle ou position collective du clergé, la question sera retournée par les panélistes. Et puis, les rebelles centrafricains font encore parler d'eux à l'est du Cameroun. Dans la matinée du 22 septembre 2014, ils ont fait irruption en Gaoui et la riposte de l'armée camerounaise ne s'est pas fait attendre. Bilan, un commerçant camerounais tué et un rebelle centrafricain sur le carreau. Faut-il redouter un nouveau front à l'est? On en parle dans un instant. C'est tout pour le sommaire. Bon débat à tous. Merci à vous, Ebel Olinga. Invité pour cet échange ce dimanche, Jean-François Mebenga. Bonjour. Bonjour Carole, merci de m'avoir invité. Bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs de Canal Presse. Vous êtes responsable et patron de Radio Campus, disons-le comme ça. On commence par un mot d'économie avec ce chiffre, chiffre rendu public cette semaine. 312 milliards de francs CFA consacrés à l'approvisionnement en eau potable dans 4 villes camerounaises. Les fonds sont américains et le ministre de l'économie vient de recevoir dans ce sens une délégation américaine. Pour vous, c'est une bonne nouvelle ? Je crois que ça renforce les relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Et donc c'est une bonne chose. Mais certains disent que l'aide au développement n'a pas ou bien ne peut pas développer durablement un pays. Vous êtes de cet avis ? Ah oui, je crois qu'il y a ça. L'économiste Samir Amin qui développe cette philosophie politique de l'aide. Pour lui, c'est un sédatif qui consiste à maintenir les pays aidés sous la dépendance des pays développés. Mais je voudrais dire quand même que si pour le cas du Cameroun, le Cameroun s'est déployé sur un très grand programme d'investissement de plus de 400 milliards pour la production d'eau potable. D'accord. Donc ce que les Américains apportent, ce n'est vraiment qu'un appoint. Une goutte d'eau pour ce n'est qu'un appoint. Tout ce vaste projet. Je ne dis pas que c'est une goutte d'eau, mais c'est juste un appoint. Merci à vous. Christophe Bobiokono, bonjour. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs de Canal Presse. Directeur de publication de l'hebdomadaire Kalara, consacré au sujet lié à la justice. Avec vous, on prend justement la direction du tribunal où on apprend que l'ancien ministre des Finances, Polycarpe Ababa, a été acquitté à l'issue d'un procès réputé très long. Alors, cela signifie qu'il est libre ou bien c'est quoi cet acquittement? Il n'est pas libre parce qu'il est sous le coup déjà d'une condamnation pour tentative d'évasion, une procédure un peu insolite, mais aussi parce qu'il est poursuivi, il a une autre procédure judiciaire devant le TCS dans une affaire qui concerne le crédit foncier du Cameroun. Mais la procédure qui a connu son verdict vendredi dernier, celle-là, elle est achevée, au moins, j'allais dire, pour ce qui le concerne, parce qu'il a effectivement été acquitté. Il y a d'autres accusés qui ont été reconnus coupables. Justement, dans la même affaire, il y a la franco-camerounaise, dont vous faites sûrement allusion, maître Lydienne Eyoum, qui a été condamnée à 25 ans de prison ferme. C'est trop dur ou c'est simplement le droit qui a été dit? Oh, vous savez, pour ce qui concerne le droit, chacun pourra en dire ce qu'il veut. De toute manière, la soif
de l'observateur de la question judiciaire que je suis reste grande parce que pour moi, il y a un ensemble de questions qui n'ont pas trouvé de réponse en dépit du verdict qui a été rendu. À partir du moment où le scénario judiciaire voudrait que chez nous, c'est le pouvoir exécutif qui désigne les personnes qui doivent être poursuivies. Voyez-vous, c'est difficile de dire si au bout du compte, il y a comment je peux dire ça, le droit a été dit. Mais pour ce qui concerne, comment je peux dire ça, le cas de Lydia Neyoum, les lois de notre pays prévoit que des personnes poursuivies pour détournement des deniers publics pour des sommes supérieures à 500 000 francs soient punies jusqu'à une prison à vie. Donc 25 ans, on peut dire que les juges ont effectivement tenu compte de ce qu'ils ont appelé les circonstances atténuantes. Mais je sais qu'il y a un gros débat aujourd'hui parce que ces condamnations-là, en tout cas pour ce qui est de la garde en prison d'un certain nombre de personnes, n'apportent rien aux Camerounais. On pense que effectivement, on devrait plutôt aller voir du côté du remboursement de ce qui des sommes indûment reçues. Voilà, merci à vous. Soulé Olunyomo, bonjour. Bonjour, c'est Onoyolo. J'y arrive, ne vous inquiétez pas. Alors, vous êtes journaliste au quotidien Le Messager. L'Académie de football est finalement sortie des fonds baptismaux, disons-le comme ça, cette semaine avec un décret du président de la République. Dans la foulée, il a aussi décidé que les Lions vont appartenir désormais à la FECAFOOT. Alors, comment vous accueillez ces mesures? Disons que c'est une avalanche de textes, on pourrait dire, n'est-ce pas, qui est bien fort à propos pour, comme peut-être solution à, n'est-ce pas, la déroute, la débâcle de Lyon au Brésil. On pourrait dire ainsi. On pourrait dire aussi que on espère que ce ne seront pas des feux d'artifice, parce que vous savez qu'on a attendu 4 ans pour voir, n'est-ce pas, la création de cette académie. Maintenant, on ne sait pas combien de temps on attendra pour la voir fonctionner, comment est-ce que seront mises les structures en place et un certain nombre de choses. On a attendu quand même presque 45 ans pour voir le décret de 92 qui crée l'équipe nationale, n'est-ce pas, être modifié. On attend aussi de voir ce qui va se passer, parce que contrairement au triomphalisme qui semble partager les esprits des chroniqueurs sportifs, l'équipe nationale, c'est dans son volet technique qu'elle revient à la FECAFOOT, parce que la FECAFOOT, tout au moins, peut choisir de manière libre le sélectionneur national. Mais la gestion administrative et financière reste tout au moins en partage avec le ministère et la FECAFOOT. Et lorsqu'on sait qu'au milieu, il y a la présidente de la République et le président de la République qui interviennent encore, donc on n'est pas complètement sorti en fait, disons, l'imbroglio, alors de ce qui a toujours été le cas, comme ce qu'on le sait, c'est-à-dire l'embrouillement. D'accord. Vous avez justement évoqué le président de la République, et peu avant cette émission, vous m'aviez confié que vous êtes particulièrement marqué par son silence depuis que la CAF a décidé que le Cameroun va organiser la CAN 2019. Qu'est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il dise? Je pense que dans les coulisses, on nous a laissé croire, encore que le ministre des Sports a dit que c'est la victoire du chef de l'État qui s'est impliqué politiquement et sportivement pour que la CAN 2019 revienne au Cameroun. On nous a aussi dit dans les coulisses que cette CAN-là est le fruit des deals entre le chef de l'État Paul Biya, Issa Hayatou et naturellement le président Seb Blatter. On se serait attendu, n'est-ce pas, que le président de la République dise tout au moins merci à ces émissaires qui sont allés défendre la cause camerounaise. Parce que, s'il vous plaît, même s'il l'avait fait en privé, il faut faire très attention, parce que la Coupe du Monde, la CAN 2019, qu'on voudrait voir sur tous les Camerounais, doit être préparée par tous les Camerounais. Pour cela, il faut que le chef de l'État sorte, n'est-ce pas, de la liberté d'indifférence, parce qu'il est dans le conflit de l'âne de Buridan. Il faut qu'il sorte de la liberté d'indifférence pour s'exprimer. Tout au moins, est-ce qu'il partage la joie des Camerounais et qu'il dise, parce que justement, s'il en dit mot, on va penser qu'il appelle tous les Camerounais à la mobilisation pour que la CAN 2019, qui se tiendra en janvier 2019, donc 3 mois après les élections présidentielles, je crois qu'il en a toute envie et il doit le dire, il doit proclamer ça. Comme tous les Camerounais. Merci à vous. Dominique Bassi, bonjour. Bonjour Carole, bonjour également à ceux qui prennent la peine ce dimanche de nous regarder. Alors, vous êtes rédacteur en chef de l'hebdomadaire Repère. À la une de votre journal cette semaine, un rapport exclusif du contrôle supérieur de l'État avec plusieurs personnalités du pays qui sont épinglées.
Vous écrivez que des fautes de gestion de ces personnalités ont causé des préjudices financiers de 20 milliards de francs CFA à l'ART, par exemple. Alors, quelle différence faites-vous entre détournement et faute de gestion? Jusqu'à présent, je demeure journaliste. Je ne suis pas encore devenu inspecteur d'État. Vous avez lu des rapports, donc pour autant que je sache, la faute de gestion peut s'assimiler à une irrégularité qui consiste pour un gestionnaire de prendre un acte qui est contraire ou alors tout au moins qui viole les principes et règles qui gouvernent la gestion des finances publiques. Pour le cas d'espèce, il s'agit de la loi de 99 sur les établissements publics administratifs et sociétés publiques et parapubliques. Mais je dois préciser que la faute de gestion ne conduit pas nécessairement à un détournement qui lui renvoie davantage à un usage autre que celui prévu par les textes et autres réglementations d'une entreprise, en tout cas des ressources d'une entreprise, d'une société ou alors d'un projet. D'accord. Et parmi les mises en cause, vous avez évoqué le directeur général de l'ART, mais aussi le ministre de l'énergie et de l'eau. Le dernier est cité à quel titre? Ne faisons pas une fixation sur le ministre de l'eau et de l'énergie, parce qu'il y a bien on aurait pu évoquer aussi le cas du directeur général des élections, se demander pourquoi, en quoi il est concerné par ce qui se passe aujourd'hui à l'ART. Bien sûr, oui. Lui, il est concerné en tant qu'ancien président du conseil d'administration de l'ART. Mais si je reviens précisément au cas du ministre Basile Atanakuna, il a été épinglé, si je reprends un peu votre expression, en sa qualité d'administrateur pour le compte des usagers. D'accord, ok. Merci pour toutes ces précisions, messieurs. Pour être tout à fait complet sur l'actualité de la semaine, je vous suggère de regarder la revue de presse qui est préparée comme toutes les semaines par Arlé Debouandébé. Bonjour, d'abord à l'Assemblée nationale où le site internet est pris en otage par les pirates informatiques. Le Jour rapporte qu'un message pro-homosexuel a été posé sur l'ancien site web de l'institution abandonné depuis plus d'un an. Et le quotidien d'ajouter que les pirates ne se sont pas arrêtés là. Ils ont pris possession des serveurs d'accès au site web. Une source de l'Assemblée nationale explique que les cyberpirates ont probablement profité d'une faille de sécurité au niveau des serveurs de l'hébergeur installés en France. Vous avez dit sécurité, le sujet était à l'ordre du jour de deux audiences accordées par le chef de l'État à deux personnalités cette semaine. D'abord, Gabriel da Costa, Premier ministre de Sao Tomé et Principe, portait un message de son président Manuel Pinto da Costa à son homologue camerounais. Il y avait ensuite, pour parler toujours sécurité, cette fois transfrontalière, l'audience accordée par le président de la République au ministre tchadien de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, le professeur Makaye Hassan Taïso, également porteur d'un message du président Idriss Déby Itno. Cameroun Tribune parle d'une convergence de vues entre Yaoundé et N'Djamena. N'Djamena, pas très loin de l'extrême nord, où Boko Haram a fait parler d'elle cette semaine. La secte islamiste, rapporte l'œil du Sahel, a mis à feu 10 églises dans l'arrondissement de Mayo Moscota de 19h aux premières heures de la matinée. La dizaine d'églises et lieux de culte appartient à l'Union des églises baptistes du Cameroun. Toujours à l'extrême nord, cette fois à Kousri, encore Boko Haram et son arsenal de guerre saisi. L'impressionnante cache d'armes, rappelle au messager, a été découverte dans un domicile privé d'un gourou présumé de la secte islamiste. Le directeur de l'école normale supérieure de Maroua parle également Boko Haram à travers une interview accordée à Repère. L'historien qui s'intéresse entre autres au phénomène de l'insécurité transfrontalière lève les incompréhensions entretenues autour de la secte et évaluant par ailleurs l'impact socio-économique de ces incursions dans le Grand Nord. Alors, question du point du jour sur Boko Haram, qui sont-ils, où sont-ils, que peuvent-ils et que veulent-ils? Grand dossier des grandes plumes du journal d'Amanmana à travers reportages, enquêtes, analyses et portraits. Grand dossier également dans l'intégration de Thierry Ndong avec cette grande une. L'hebdo revient sur Boko Haram et confirme bel et bien qu'il y a une main camerounaise derrière cette secte malgré le fait qu'elle soit nigériane. Ce journal parle également du front des rebelles de l'Est Cameroun où, dit-on, Kirandi aurait préparé 2000 hommes pour combattre le régime de Yaoundé. Célestin Ngouambala, correspondant permanent
du journal aux États-Unis a donné la parole à quelques Camerounais de New York. Et cette menace qui vient de l'Est, parlons-en au quotidien Le Jour. Le Front démocratique du peuple centrafricain enlève 8 Camerounais et menace d'attaquer le Cameroun si leur chef militaire qui serait détenu à Yaoundé n'est pas libéré. Même une mutation et même son de cloche des partisans d'Abdoulaye Miskine du nom de ce chef rebelle militaire du Front centrafricain. Ils ont lancé des roquettes sur Garouaboula et les rebelles ont trouvé côté camerounais la force de frappe de la compagnie d'intervention motorisée et du bataillon d'intervention rapide. Insécurité transfrontalière et grand sujet politique de l'heure, Maurice Kamto sort de sa réserve au cours d'une conférence de presse donnée cette semaine au quotidien Le Jour. Le président du MRC, selon le messager, exige une commission d'enquête sur l'affaire Guérandi et appelle à une mobilisation multilatérale. Du MRC au RDPC, mutation s'interroge 3 ans après le congrès ordinaire. L'académie du parti au pouvoir est toujours inexistante. Le secrétariat du parti n'est pas remanié. Le bureau politique est incomplet. Le RDPC est toujours en attente du renouvellement de ses organes de base et de l'élection de ses 4 vice-présidents. Encore mutation dans l'autre numéro qui est allé à la rencontre des partisans des exclus du RDPC dans le Mungo. Ces derniers restent profondément respectueux du RDPC et de son président national et ne désespèrent pas de donner leur version des faits dans l'espoir d'une lecture plus équilibrée et plus pertinente de la situation du parti au pouvoir dans le Mungo. Ils dénoncent cependant les manœuvres pensées pour la mise à l'écart par un rouleau compresseur constitué là-bas d'un haut commis de l'État qui n'a jamais réussi à asseoir un leadership incontesté dans le Mungo après le décès de Samuel Eboua. Pour la nouvelle expression, les sanctions du RDPC dans le Mungo ont pour origine le conflit latent entre Etame Massoma et Robert Mbelambapé. De regretter mémoire, ce que dit le journal, l'ancien ministre, aujourd'hui sénateur, a travaillé avec pour unique objectif de placer ses protégés à la tête des exécutifs municipaux à travers le département. Dans les centres de ces sanctions couvre le feu des critiques, mais aussi des curiosités. Sport, le Cameroun est déjà dos au mur. 5 ans avant l'organisation de la CAN 2019, mutation se base sur ce qui reste à faire pour tenir le pari. 3 stades à construire en 3 ans, attendus des hôpitaux et des équipements de pointe, incertitude sur la transition et la menace de Boko Haram, le casse-tête des voies de communication, crise des routes et des télécommunications. À lire également une interview fleuve de Tombi à Roko Sidiki, un de ceux par qui on doit l'organisation de cette compétition en 2019. Il demande justement de servir notre pays avant de regarder l'intérêt particulier. Et Cameroun Tribune de le reprendre à travers cet appel au travail. Pour le quotidien national bilingue 2019, c'est demain. Le Cameroun est déjà pressé par le temps, d'autant que les chantiers sont immenses. Pour Diapason, au cœur de ces chantiers, la gestion des projets fait déjà des vagues pour la mise en place des commissions. Au-delà de tout, c'est la reconstruction du football camerounais qui est en marche, je pense, Cameroun Tribune, surtout avec le décret du chef de l'État qui crée l'Académie nationale de football, institution dédiée à la formation et à l'encadrement des jeunes dans le domaine du football camerounais. À dimanche, s'il plaît à Dieu. À dimanche prochain, Allez des Beaux en DB. Où se trouve Guérandi Bara? La question taraude toujours les esprits. Jeune Afrique est formelle. Cet ancien putschiste exilé et reconverti en opposant politique a été enlevé sous l'encadrement des services secrets camerounais. La question est donc revenue encore dans le traitement, dans les colonnes de la presse cette semaine. Et moi, je voudrais commencer avec vous, Christophe Bobiokono. C'est un sujet qui est visiblement particulièrement grave. Est-ce qu'il faut absolument se fier aux révélations de Jeune Afrique? Disons que je n'ose pas croire que M. Guérandi Bara a été tué dans les conditions qui sont décrites par Jeune Afrique. Mais c'est une information suffisamment grave pour que on ne laisse pas parler simplement, j'allais dire, des pulsions personnelles. Parce que, compte tenu de la gravité de cette information-là, je suis surpris que le gouvernement de mon pays n'ait pas pris la parole pour dire... pour répondre, parce que on a l'habitude de voir le porte-parole du gouvernement s'adresser pour des questions de moins d'importance, de mon point de vue. Et c'est une question suffisamment grave qui met en scène des barbouzes, qui met en scène un certain nombre de personnes, un trajet qui passe par plusieurs pays et qui fait croire aux Camerounais que désormais, s'ils sont en compagnie d'un élément
de la DGE, en tout cas des services spéciaux, c'est qu'ils sont en compagnie d'un potentiel criminel parce qu'ils peuvent disparaître et c'est ça qui fait peur. D'accord. Or, les services de sécurité, me semble-t-il, sont là pour nous rassurer. Oui. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je pense qu'il faut il faudrait que le gouvernement sorte de sa réserve, mais surtout qu'il faudrait que le patron de la DGE dise, réponde s'il s'est retrouvé mêlé. Une espèce de démenti. Oui, s'il s'est retrouvé mêlé à cette affaire-là, qu'il le dise. Si M. Guérandi est mort dans ces conditions-là, qu'il le dise. Si c'est une bavure, qu'on le dise et qu'on voit ce qui doit être fait. Et surtout que la justice joue son rôle, parce qu'on est dans un pays qui a consacré quand même un pouvoir judiciaire. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas accepter qu'il y ait des exécutions extrajudiciaires ou que quelqu'un d'autre que la justice puisse trancher sur des questions, peut-être qu'il y a des choses à reprocher à Guérandi, mais il n'y a que la justice pour le faire. Merci beaucoup. Alors, Jean-François Mebenga, on se pose tous la question. Depuis l'article de Jeune Afrique, le gouvernement est resté muet comme une carpe, disait le messager dans une de ses parutions de la semaine. Comment est-ce que vous interprétez ce silence des autorités publiques? Bon, écoutez, rapidement, je veux dire ceci. Quand vous prenez le récit de Georges Dougueli, un récit qui est censé être une enquête, mais qui ne l'est pas en réalité, n'est-ce pas? Vous pouvez le diviser en deux parties. La première partie que je peux qualifier de vraisemblable, parce qu'il y a dedans des faits qui se rapprochent de la vérité. Et la deuxième partie, à partir de l'enlèvement de Guérandi, c'est ce que nous appelons dans notre langage professionnel du bidonnage, c'est-à-dire du trucage, de l'invention, pure et simple. Pourquoi? Donc, il a procédé par un questionnement. Donc, ce qui voudrait dire que tout ça, c'est une manipulation. C'est une manipulation, mais malheureusement, nous sommes tombés dans ce piège de Jeune Afrique. Parce qu'aujourd'hui, Jeune Afrique a jeté une pierre dans une mare. La mare, ça a provoqué des ondes. Oui. Ça a provoqué des ondes. Oui. Et nous sommes justement dans les ondes. C'est-à-dire en train d'expliquer. Nous sommes en train d'expliquer aux Camerounais qui n'ont pas connu, qui ne connaissent pas Guérandi, qui ont plus de 32 ans. C'est-à-dire nous sommes à plus d'une génération, n'est-ce pas, à expliquer à cette génération-là qui est Guérandi. Donc je dis que à ce niveau-là, même au niveau de la fonction d'agenda des médias, on est en porte-à-faux. On est en porte-à-faux parce que le crédit que nous apporte, c'est-à-dire que l'intérêt qu'on attache à cet homme n'est pas la chose la mieux partagée par tous les Camerounais. Donc, maintenant, vous voulez que le gouvernement réponde. Il répond à quoi? À qui? À qui? D'accord. Soulé Onohiolo. Alors, est-ce que vous pensez, comme Jean-François Mebenga, que c'est du saupoudrage et que le gouvernement n'a rien à dire devant un récit construit de toutes pièces? Non, je ne vais pas. Je vais laisser Jean-François dans sa liberté de conscience. Mais je sais que en 84, déjà en 82, il était journaliste, comme je le disais, off the record, affecté de manière disciplinaire à Bertois. Et en 84, il en a profité de ce coup d'État pour revenir en cascade, je crois, à Yaoundé, où on l'a. Je pense que explication pour explication, il est important de dire aux Camerounais qui sont nés après 1984 que Guérandi a certes été accusé, n'est-ce pas, de complot ou alors de coup d'État. Comme beaucoup de Camerounais, il y en a qui sont passés aux armes, il y en a qui sont allés en prison, et il y en a qui sont allés en exil. Mais je pense aussi qu'il y a eu une amnistie générale qui est supposée avoir gracié toutes ces personnes. Oui. Aujourd'hui, ceux qui étaient en prison, il y a au moins 2 qui sont les amis intimes de Paul Biya. Ils sont membres du gouvernement. Je ne veux pas dire ça, c'est vous qui le dites, mais ils sont les amis intimes de Paul Biya. Guérandi de façon libre pour un pays qui a accédé à la démocratie, n'est-ce pas, et la liberté en 90, pouvait continuer à contester le pouvoir de Yaoundé, le pouvoir de M. Biya. Et c'est peut-être pour cela qu'il, n'est-ce pas, il est parti rejoindre son ami, n'est-ce pas, de l'Émia, qui est Blaise Compaoré. Oui. Bon, maintenant, si de là, il a manifesté un ensemble de choses, la question n'est pas là. La question, c'est que si on admet que Guérandi a été rattrapé, ou alors il a été coupable d'un certain nombre de fautes, qu'on le juge, comme disait Christophe tout à l'heure, de 2 choses l'une. Soit on l'a interpellé, le Cameroun étant un état de droit, on ne peut plus parler d'embastillement, n'est-ce pas, sauvage, on ne peut plus parler de justice, n'est-ce pas, sommaire
ou bien épistolaire, ou tout au moins éphémère, ça veut dire que s'il est interpellé, qu'il soit jugé dans les règles normales de l'art, c'est-à-dire qu'il soit remis à la disposition du tribunal militaire. Et le silence du gouvernement. Maintenant, oui. Il peut arriver que pendant, comme c'est un homme d'armes, pendant qu'on voulait l'attraper, qu'il ait été fusillé, qu'on explique aussi que il a fait une fausse note et puis on l'a tué. Le silence du gouvernement ne s'entend pas parce que M. Biya qui a le mandat du peuple. Il a décidé, il est le défenseur du territoire camerounais et de tous les Camerounais, qu'ils soient en exil ou bien à l'intérieur du territoire. Il doit, si ce n'est pas lui, tout au moins ceux qui sont habilités à communiquer doivent nous dire qu'est-ce qui se passe avec Guérandi, où est-il, tout au moins pour satisfaire la curiosité de ceux qui sont nés après 1984 et ceux qui savent qu'il a été jugé, n'est-ce pas, vous vous souvenez, parce que c'est un peu à cette année-là que vous êtes nés, et ceux qui l'ont connu avant doivent tout au moins savoir comment et qu'est-ce qu'il est devenu. D'accord, merci à vous. Dominique Bassi, la presse camerounaise n'a pas continué sur l'enquête de Jeune Afrique. Ça veut dire qu'il n'y avait rien à rechercher là-dedans? Je déplore quelque peu cette faiblesse de la presse camerounaise qui a tendance de plus en plus à prendre ce que Jeune Afrique sait pour parole d'évangile. Cela dit, je peux emboîter le pas à Jean-François, dit que le récit que Jeune Afrique donne de ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler l'affaire Guérandi est crédible à peu près à 80%. Parce que pour la suite, il y a, comme je ne vais pas dire que le récit est romancé, mais Guérandi échappe désormais au radar de Jeune Afrique. Parce que je suis à même, et je le soutiens ici et maintenant, que Guérandi Mbara est bel et bien présent sur le territoire camerounais au moment où je vous parle. Sauf s'il est mort au moment où j'entre en studio, il est bel et bien et il est en vie. Vous avez donc continué l'enquête de Jeune Afrique Oui, il est en vie. Et ce n'est pas tant... Et il a été ramené ici dans les conditions que Jeune Afrique décrit? Il a été ramené à peu près dans ces conditions-là. C'est pour ça que je dis que le récit que Jeune Afrique donne de cette affaire-là est crédible à peu près à 80%. D'accord. Mais vous, parce que vous constatez avec moi qu'à partir d'un certain moment, Jeune Afrique même parle au conditionnel, aurait été tué. Voilà. Mais moi, je ne parle pas au conditionnel. Vous dites qu'il est en vie? Oui, il est en vie et bel et bien présent sur le territoire camerounais au moment où je vous parle. Ce n'est pas tant le silence du gouvernement camerounais qui m'émeut, mais davantage le silence de sa famille, peut-être a-t-elle peur ou peut-être ne partageait pas l'ambition de déstabilisation du Cameroun de Guérandi. Ce qui m'émeut, c'est le silence, par exemple, du Burkina Faso, où il a quand même vécu au cours des 30 dernières années. Oui. Et s'il a disparu depuis janvier 2013 et que jusqu'à présent, on n'a pas entendu des voix, encore qu'il y a un membre de sa famille qui s'est confié à un journal local et qui disait qu'il lui a parlé en novembre 2013. Oui. Donc, s'il est vrai que Guérandi Mbara tentait de déstabiliser le Cameroun, et tout semble... Tout nous ramène à croire qu'il voulait vraiment déstabiliser le Cameroun. À partir de ce moment-là, il est normal que le gouvernement camerounais veuille bien mettre le grappin sur un tel individu. Et il est aussi également normal que le gouvernement camerounais ne s'exprime pas sur un tel cas. Moi, je ne connais pas beaucoup de pays qui se sont exprimés sur de pareils cas. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui veut déstabiliser, vous mettez la main dans les conditions que nous savons à peu près aujourd'hui et que vous mettiez à... D'ailleurs, j'allais dire que c'est un échec peut-être pour les services secrets. C'est-à-dire que l'information est fuitée parce que les services auraient bien aimé continuer à le garder, à le tenir au secret. L'exploiter parce que s'il y a un projet de déstabilisation du Cameroun, ce projet ne prend pas fin avec l'interpellation de... Oui. Merci à vous, merci. Alors, réaction, d'abord Jean-François Bébenga. Je voudrais dire que il faut rappeler quand même que Guérandi est parti du Cameroun, du moins il est parti du Cameroun en 84. Oui. Ensuite, il a été amnistié, il aurait pu réintégrer l'armée, rentrer au Cameroun et réintégrer l'armée, comme l'ont fait la plupart de ceux que Jeune Afrique a appelé les instigateurs du coup d'État. On en a beaucoup, il y en a qui viennent de prendre leur retraite. Donc, on aurait pu signaler ça. Mais je voudrais dire que Guérandi n'a pas prétendu un jour qu'il avait un projet de société, n'est-ce pas, qui pouvait servir d'alternance au Cameroun.
Il n'avait jamais prétendu. Le pouvoir par les armes. Hein? Donc, il n'avait jamais prétendu. Mais maintenant, ce n'est pas parce que quelqu'un critique ou évalue le régime de Yaoundé qu'on va lui donner la guerre. Il y a des tas de gens, les journalistes ici critiquent tous les jours, des tas de Camerounais à l'étranger critiquent le régime. Ceci ne veut pas dire pour autant que ces gens-là devraient être inquiétés. Bon, donc c'est pour dire que, c'est là où je voudrais dire que, en fait, c'est vraiment pas une préoccupation pour le gouvernement camerounais qui a beaucoup d'autres choses qui le préoccupent. Merci à vous. Christophe Ouvekono. Oui, je suis frappé par le niveau des contradictions de mon aîné, Jean-François Mebenga, qui dit que Guérandi ne mérite pas qu'on lui accorde de l'importance, mais qui donne des développements sur ce qu'il aurait fait, ainsi de suite. Je refuse qu'on fasse une fixation sur Guérandi. Je pense que un être humain, camerounais ou pas, qui se retrouve dans notre pays, s'il est happé par la machine des services secrets et que sur lui court un certain nombre de rumeurs, il faudrait que cette question-là soit éclaircie. Et je suis totalement étonné par les déclarations de Dominique Mbassi, qui prétend que le gouvernement camerounais n'a pas de choses à dire, mais va faire des leçons au gouvernement burkinabé, à la famille du défunt. Je pense que l'État est garant de la sécurité de tous les citoyens. Ça, c'est une mission de l'État, et c'est l'État qui doit pouvoir répondre. Est-ce que le Cameroun a été manipulé à travers Jeune Afrique? Je peux dire oui. Pourquoi? Et d'ailleurs, je peux dire oui, parce que pour moi, quand vous voyez le schéma qui a été observé dans la mise en circulation de cette information-là, vous voyez bien que chaque fois qu'on veut faire de la manipulation au Cameroun, que ce soit le gouvernement ou ceux qui sont en face et tout, ils choisissent toujours le même schéma. Ils passent une information dans un média dit international, et puis il y a une campagne qui relaie mot à mot ce qui a été fait. Il n'y a pas un effort d'enquête à l'intérieur, et les officiels ne parlent jamais. Il faudrait que, ça aurait été bien, peut-être qu'il garde le scoop pour les lecteurs de son journal. Il serait bien qu'ils disent, il est à tel endroit, ainsi de suite, parce que je ne sache pas que les services de renseignement soient des prisons, soient des lieux de détention, ainsi de suite. Pour moi, on va de gravité en gravité. Nous sommes effectivement tombés dans un piège, je le pense. Mais le sujet est grave. Nous sommes tombés dans un piège. Pourquoi? Parce qu'il peut s'agir, on peut être parti des amis de Guérandi qui auraient voulu avoir des nouvelles de Guérandi, savoir s'il est en vie, pour aboutir à l'article de Jeune Afrique. Mais on peut aussi être en face d'une opération de blanchiment de quelque chose, parce que, voyez-vous, on peut dire Guérandi est mort. Et si l'opinion publique se tait, et on dit ça va, on a accepté qu'il est mort. Pour mesurer la popularité de Guérandi, direz-vous? Pas forcément pour mesurer la popularité. Je dis que nous sommes en matière de respect des droits de l'homme. Quel que soit l'individu, je ne voudrais pas qu'on fasse une fixation sur Guérandi qui disparaît dans ces conditions-là. Les Camerounais ont besoin d'être informés, la communauté internationale. D'accord, merci beaucoup. Soulé Onohiolo. Oui, je voudrais déjà récupérer pour mon propre compte ce que vient de dire Bobby, parce que je voulais aller dans la même lancée. Mais je voudrais dire quelque chose d'extrêmement... J'ai entendu quelque chose d'extrêmement grave. Déjà, tôt ou tard, on réécrira la vraie histoire du coup d'État de 84. Je ne pense pas que ce que les Mbanga disent, ça a été exactement comme ça. Il y a une source, des sources bien informées qui laissent croire que ça a été monté de toutes pièces. C'est aussi ça le travail du journaliste, non? On l'écrira cette histoire. Oui. La deuxième chose, j'ai suivi M. Dominique Mbassi dire, comme s'il était dans le secret des services de renseignement, qu'il avait une ambition pour Guérandi de déstabiliser le Cameroun. Ça veut dire quoi? Il prolonge l'appel de la Léquier. Qui a dit que c'est l'affaire des Maguida? Parce que ce qu'on ne veut pas dire, c'est qu'avec la découverte de la cache d'armes, avec autre chose, demain ou après-demain, on va faire une fixation sur les Maguida pour dire que puisque Guérandi fait partie du septentrion. Et on va dire c'est eux qui veulent effectivement déstabiliser le Cameroun, et les signataires de l'appel de la Léquier s'en sortiront grandis, parce qu'ils vont dire, nous avions dit à M. Biya que les Maguida veulent, n'est-ce pas, troubler le pays, ils veulent récupérer ce pouvoir. Donc c'est extrêmement dangereux de dire, comme il a dit, que Guérandi est à Yaoundé, pendant que nous cherchons à savoir, peut-être qu'il est un journaliste. Non, il a fait son enquête. Non, je suis d'accord avec lui, mais tout au moins, aujourd'hui, c'est une question d'État. Nous sommes dans un État de droit. Et dans un État de droit, une fois que le secret a échappé, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, au cercle de la défense, et qu'il commence à pourrir
et a infesté tous les milieux, il doit être élucidé. Merci. Et c'est de ça. Merci à vous, merci. Dominique Bassi. Oui, je ne vais pas suivre sous le noyau dans ces amalgames. Il vaut mieux. Parce que si je parle nom d'Européens, ici, nous, Européens, on sait faire la part des choses entre le projet de M. Guérandi et la paix de la Ligue qui revenait un peu sur le phénomène Boko Haram et qui a cru devoir indexer des ressortissants du Grand Nord. Donc, c'est deux affaires tout à fait distinctes. D'accord. Bon, je n'ai pas voulu stigmatiser qui que ce soit. Il reste que le problème Guérandi existe bel et bien. C'est dans ce cadre-là que Maître Arissou, par exemple, a été interpellé. Un projet de déstabilisation à partir de la Centrafrique. C'est le résultat des premières exploitations de Guérandi? C'est mon enquête journalistique. Je voudrais également lever... Je serais curieux de voir, et j'espère que nous ne lirons pas des articles avec des sources anonymes, parce que c'est un problème important. Nous ne sommes pas en train d'écrire des articles sur ce plateau, nous sommes en train de débattre. Et je crois que c'est la force des arguments, pas la force de l'émotion. Je disais des artifices. Vous n'avez pas pu apporter la preuve de ce que M. Guérandi apportez-nous la preuve qu'il est au Cameroun. Moi, je vous dis, je suis libre de le soutenir, quitte à ce que je sois démenti, mais je vous dis que M. Guérandi Mbara est présent au Cameroun. Et il est de balancer ça comme ça aux antennes de télévision. Et lorsque je parlais du silence du gouvernement, parce que c'est un cas véritablement embarrassant, moi je ne connais pas beaucoup de pays au monde qui communiquent abondamment autour d'une affaire comme celle-là. Regardez un peu, quelques Camerounais sont aujourd'hui en captivité du côté de l'Est, à Garoua-Boulaye précisément. Justement, permettez-moi, ce que je dis est important. Parce que l'un des rebelles centrafricains, Abdoulaye Meskin, est détenu au Cameroun. Et donc, de temps à autre, il y a des incursions des rebelles qui exigent sa libération. Donc, j'imagine bien qu'en communiquant abondamment autour de Guérandi, il a beaucoup de partisans. S'il est vrai qu'il voulait déstabiliser le Cameroun, il n'avait pas le fait seul. Ça veut dire qu'il a une machine derrière lui. Maintenant, vous avez le hockey pour dire qu'il est là. Merci beaucoup. Alors, l'opinion s'interroge et la controverse s'amplifie. Vous l'avez vu, certains voient en ces révélations de Jeune Afrique une manœuvre de déstabilisation du Cameroun. D'autres dénoncent une violation inadmissible des droits de l'homme. Nous sommes allés à la rencontre de Jean de Dieu Haïssi, journaliste, et Mathias Eriko Nangini, politologue. Vous le verrez, ils n'ont pas la même avis sur la question. C'est la réaction croisée de la semaine. Il faut montrer que M. Guérandi est vivant, soit qu'il n'a pas été appréhendé par les services spéciaux camerounais, soit qu'il a été appréhendé et qu'il serait vivant et gardé au secret. Il faudrait déjà démontrer ça. C'est une affaire malheureuse parce qu'on ne va pas acheter les armes pour aller pêcher du poisson et manger. On achète les armes pour tuer les hommes. Et donc c'est une affaire malheureuse qui ressemble, je l'ai dit, à la théorie du caillou et de l'œuf. Que l'œuf aille vers le caillou ou que le caillou aille vers l'œuf, c'est l'œuf qui finit par se casser. Ce que nous savons de cette histoire, c'est ce que Georges Dougeli, le journaliste de Jeune Afrique, qui d'ailleurs est camerounais, a eu à en dire. Ceux qui considèrent que son article n'est pas fondé peuvent lui opposer une autre enquête journalistique et produire des éléments palpables et convaincants pour nous démontrer qu'effectivement M. Dougeli n'avait pas raison à ce sujet-là. Le gouvernement camerounais aura raison de faire très attention, comme vous et moi, des médias français, des médias occidentaux et des caisses de résonance occidentales. Parce qu'il y a la manipulation informationnelle, il y a l'intoxication informationnelle, il y a, en un mot comme en mille, la destruction de la véritable information pour des enjeux géostratégiques, des enjeux géoéconomiques, la continuité de la prédation et surtout du néocolonialisme. Le gouvernement peut être silencieux, soit parce que les faits sont établis, soit parce qu'il prend de haut ce qu'il considère comme les allégations de M. Dougeli et de Jeune Afrique, pose quand même un problème.
on a connu le gouvernement souvent actif dans sa communication pour répondre à ce qu'il considérait comme des attaques de la réputation du Cameroun et de sa propre réputation. Vous ne pouvez pas faire une communication pour communiquer. Et c'est pour cela qu'il faut toujours rappeler qu'au commencement était le verbe. Le gouvernement ne parle pas pour parler. Il parle pour mettre en valeur une politique publique bien précise. Le gouvernement parle pour donner lumière lorsque toutes les lumières sont réunies pour que le peuple ne s'interroge point. De personnalités opposées au régime, peut-être pour d'autres raisons, comme Félix Roland Moumié qui a été empoisonné en 1960. On serait là véritablement dans un climat qui rappellerait le Cameroun de cette époque qui n'était précisément pas porté à accepter la diversité d'opinions et le débat libre. Absolument, il faut trouver des arguments. Lorsque vous voulez tuer votre chien, il faut l'accuser de rage. Il faut absolument trouver des arguments qui permettraient qu'un jour qu'on arrive au Conseil de sécurité des Nations Unies et qu'on dise que Biya aura suffisamment tué ceux de son propre peuple. Alors, on a suivi ces réactions-là. Moi, je voudrais vous demander à vous, en citant les propos de l'auteur de l'article de Jeune Afrique qui ont été diffusés par Ouest Littoral cette semaine. Alors, Georges Dougueli réitère que son enquête est vraie et qu'il y a des preuves au cas où la contestation irait plus loin. Je commence par vous, Dominique Massi. Est-ce que ça change quelque chose sur votre... Je l'ai déjà dit, que le récit que Jeune Afrique donne de cette affaire est crédible à peu près à 80%. Mais je ne partage pas l'avis de Christophe Bobiokono qui pense que le Cameroun a été manipulé, instrumentalisé. C'est plutôt Jeune Afrique qui a été instrumentalisé. S'il est vrai, j'y arrive, s'il est vrai que Guérandi a disparu depuis janvier 2013, pourquoi le révéler seulement maintenant? On le révèle seulement maintenant parce qu'il y a un informateur, supposé agent portugais qui a aidé le service secret camerounais à mettre le grappin sur Guérandi, qui n'a pas été payé et qui s'est donc fait le devoir de rater dans les menus détails l'opération je ne vais pas dire de kidnapping ou l'opération d'interpellation de Guérandi. Et donc, manifestement, c'est Jeune Afrique qui a été instrumentalisé par une source pour des raisons que nous connaissons bien aujourd'hui. Sur cette opportunité, Soulé peut-être, ou alors Christophe Bobiokono, il y avait une opportunité, ça pourrait être aujourd'hui comme demain, puisqu'on fait des enquêtes aussi. Mais on parle là de la disparition supposée ou réelle de quelqu'un. Comment on choisit le moment de diffuser cela? Dès lors qu'on est informé, on doit diffuser une information, mais on doit faire un travail professionnel. Moi, lorsque je parle de manipulation, je ne dis pas que le Cameroun a été manipulé. Je dis que les Camerounais, c'est l'opinion publique, est manipulé par ce qui a été fait. Et je redis que comme citoyen, je pense que lorsque la vie d'un être humain est en cause dans notre pays, il faudrait qu'on éclaircisse la situation. C'est tout. Vous savez, pour peu que Paul Biya, n'est-ce pas, est victime de projectiles à Genève, le ministre de la Communication communique. Vanessa Tchatchou a perdu son enfant, on communique. Un journaliste est décédé. Mais le temps des médias n'est pas le temps du gouvernement. Ça ne veut rien dire en français facile. Le temps des médias. Personne ne crée le temps. Tout le monde, n'est-ce pas, le temps du public, le temps du peuple doit forcément être celui du président. Parce que le président a reçu le mandat du peuple. Il doit de temps en temps rendre compte au peuple. Et en ce moment-ci, le peuple a besoin, il a soif de savoir ce que un maillon du peuple, à savoir Guérandi, est devenu. Alors, si pour peu, on a communiqué, pourquoi voulez-vous qu'on garde, n'est-ce pas, un mystère? Pourquoi voulez-vous qu'on mette le voile sur une information? Si c'est banal, ok. Pour plus banal que ça, on a communiqué. D'accord, merci à vous. Merci. Jean-François. Oui, alors moi, j'insiste, j'insiste pour dire que le message est sciemment manipulé pour moi pour un objectif précis. Et je peux rappeler les expressions et les manquements, n'est-ce pas, qui trahissent cette volonté de manipulation dans l'article, mais le temps ne nous le permet pas. Mais je voudrais dire que si vous avez suivi le dernier Jeune Afrique, parce que dans le dernier Jeune Afrique, Jeune Afrique fait parler le ministre d'État Marafa.
pour soulever deux choses. Dire qu'il est prisonnier politique et que le Nord est abandonné à lui-même. Alors, quand vous alignez tout ça, c'est-à-dire ce premier article sur la manipulation se poursuit sur le laissez-moi parler. Oui, mais on est dans un débat interactif. Le sujet-là n'était pas l'ordre du jour. Non, mais justement, c'est une suite. C'est une suite logique. Faites votre enquête à vous. Je dis c'est une suite logique. Parce que quand on parle de garantie, on arrive à Marafa pour dire que le Grand Nord est abandonné. J'ai dit c'est une suite logique. Donc, j'ai dit qu'il y a effectivement manipulation du message pour un objectif précis. D'accord, merci beaucoup. Mais beaucoup. c'est le temps qui nous fait défaut, j'aurais développé ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, c'était aussi à la une de plusieurs journaux en début de semaine. Les rebelles centrafricains ont enlevé 8 Camerounais à Gawaboulaye à l'est du pays. Des jours après, on a enregistré des tirs de roquettes de rebelles à l'est avec une solide riposte. Des assaillants qui se présentent comme des éléments de l'ex-Seleka exigent la libération de leur leader, Abdoulaye Miskine, qui est détenu au Cameroun. Dominique Bassi, puisque vous avez été le premier à évoquer ce sujet, est-ce que le Cameroun doit accéder à cette demande? Je suis peut-être mal placé pour savoir si oui ou non le Cameroun doit accéder à une telle demande. Mais dans ma posture de journaliste, il me semble difficile que le Cameroun accède à une telle demande. Quelqu'un qui déstabilise, qui nourrit des menées dans son propre pays, et qui veut utiliser le Cameroun comme zone de repli, comme base arrière. Rien ne nous indique que demain, il ne va pas faire à peu près ce que nous vivons avec Boko Haram. C'est-à-dire que vouloir contrôler une partie pour, à partir de ce bout de territoire camerounais-là, continuer de déstabiliser la RCA. Bon, le dire, c'est soutenir que le Cameroun accédera difficilement à une telle demande. D'accord. Soulé on a parlé dans certains reportages de la presse locale notamment des scènes de guerre à l'Est. On parle des lance-roquettes. Vous avez suivi ces événements. Vous direz que ça craint de ce côté-là finalement? Forcément. Mais il n'y a pas que le septentrion qui est en danger, c'est-à-dire l'extrême nord précisément. Il y a l'Est. Et puis rappelez-vous que la zone de l'Est est en partage de la frontière avec le Congo. Et au Congo, vous savez qu'on vend des armes, comme on vend des biscuits ou bien des arachides. Vous savez que la RCA est devenue désormais, il y a absence d'État à la RCA. Forcément, c'est... Et puis, ce qu'il faut craindre, il faut redouter, c'est que Boko Haram, plus ils seront pris en grippe, n'est-ce pas, au niveau du septentrion, ils vont rappliquer au niveau de l'Est. Oui. À l'Est, parce que justement, l'Est offre j'ai envie de dire une pénétration et même des mouvements assez libres et libéraux qui permettent que les uns et les autres aillent comme ils veulent. D'accord. Malheureusement, peut-être qu'on y arrivera. Jusqu'aujourd'hui, le Cameroun ne semble pas avoir pris la mesure du danger et de l'insécurité qui plane, n'est-ce pas, au niveau de l'Est. La preuve, c'est que depuis très longtemps, et là, je vais encore dire que le chef de l'État, malheureusement, n'a pas pris la parole pour dire quoi que ce soit. Parce que justement, il faut de plus en plus, ça vous fait sourire, mais Carole, il faut de plus en plus que le chef de l'État, le président de la République, qui a reçu mandat du peuple, parle de plus en plus à son peuple. On a le sentiment qu'il laisse les choses être dites, n'est-ce pas, à l'écrit ou bien à la télé, à la radio. Oui. Pourtant, et là je vais finir, nous sommes dans un contexte où les gens pensent que le président de la République a divisé le pouvoir, il a donné à chacun de ses proches collaborateurs une portion, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui parlent. Or, si jamais il a fait, nous avons besoin que lui qui a été élu, qu'il continue à coordonner l'action du gâteau partagé et qu'il nous dise à peu près ce qui se passe. La proximité à travers les ondes, à travers les prises de parole du chef de l'État et de son peuple est de plus en plus convoquée, n'est-ce pas? Et je la convoque précisément. Jean-François Mebenga, le président n'a peut-être pas pris la parole, mais il y a eu un redéploiement sécuritaire dans notre pays avec la création de nouvelles unités, des brigades et tout le reste pour renforcer la sécurité, notamment dans le septentrion et dans l'Est Cameroun. Vous ne direz pas que le gouvernement se croise les doigts et qu'il prend cette affaire au sérieux? Non, je voudrais justement rappeler que le gouvernement a intégré dans sa politique pour la paix, il a intégré la sécurité des frontières. Donc cela depuis longtemps, puisque ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'on a de temps en temps des problèmes au niveau des frontières. Mais je voudrais quand même dire que pour le cas de l'Est, il faut peut-être relativiser l'importance
de ce qui se passe là-bas, parce que moi j'ai suivi... Comment ça, c'est moins important? Oui, j'ai suivi une étude, parce qu'il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. J'ai suivi dernièrement une étude des géostratèges américains qui révèle que dans les pays du Sud, les frontières sont de plus en plus considérées par des criminels comme des zones désétatisées, c'est-à-dire des zones de no man's land. Ceci leur permet d'utiliser les frontières comme zone de repli, d'utiliser les frontières pour les trafiquants comme passage avec leurs produits, d'utiliser les frontières comme lieu d'attente de ceux qui doivent émigrer vers l'Europe, etc., etc. Donc il y a énormément de monde au niveau des frontières aujourd'hui, oui. Et ce qui veut dire que les frontières ne sont plus tranquilles. De toutes les façons, aujourd'hui, on n'a plus de frontières tranquilles. Mais maintenant, il revient au gouvernement de prendre cela en considération et je crois que cela a été fait. Christophe Obiokono, on a parlé d'une mobilisation des forces camerounaises de défense en vue notamment de neutraliser et de retrouver les ravisseurs des 8 personnes enlevées. Alors, est-ce que cela peut se faire sans la coopération des autorités centrafricaines quand on sait que l'État centrafricain lui-même est presque dans le chaos? Mais il faudrait que l'État centrafricain soit lui-même capable déjà de coopérer. Et Souley parlait tout à l'heure d'un non-État. Mais ce que je veux dire de manière générale, c'est sur cette question d'insécurité à l'Est, c'est d'abord qu'il faut la prendre au sérieux parce que depuis 2010, c'était comme ça à l'extrême nord du Cameroun avec le phénomène Boko Haram. On a vu qu'ils ont eu... et je pense que moi, mon niveau d'information ne me permet pas de juger de ce que je peux, en tant que journaliste, mettre à la disposition du public, puisque c'est quand même un sujet délicat qu'on ne commente pas n'importe comment. Il s'agit quand même d'une question de sécurité assez importante. Donc moi, je m'abstiens de commenter ce type de Je voulais dire une chose. Simplement, j'ai été une fois encore surpris d'entendre Mebenga dire qu'on est en paix et puis le gouvernement. Non, bien lui-même a déclaré sur le perron de l'Élysée, nous sommes venus déclarer la guerre au Boko Haram. Je ne sais pas si c'est AU ou bien AUX. Mais nous parlons de l'Est. Donc, maintenant, tout cela, attends, vous ne pouvez pas avoir 2 grandes régions. Le septentrion est attaqué. Ce sont des foyers d'insécurité dans notre pays. L'Est est attaqué. Vous attendez que le Sud s'embrasse pour savoir qu'on n'est plus en paix. On est en guerre. Et plus que jamais, il faut l'admettre comme ça. Et le pays de Paul Biya doit prendre les mesures qui s'imposent. Vous parlez du gouvernement. Personne n'a croisé les bras. Vous parlez du gouvernement pendant que moi je parle de l'adresse du président de la République. Je ne suis pas sûr que les membres du gouvernement sont tous en symbiose. Il y a beaucoup qui rêvent même de tuer le lion et de le remplacer. Je parle du chef de l'État, le président de la République, le seul qui a reçu le mandat du peuple, a agressé, n'est-ce pas, a dit quelque chose. Et maintenant, vous parlez du gouvernement. D'accord, merci. Malheureusement, le thème paix est devenu polysémique. Chacun l'utilise à son avantage. Au RDPC, on l'utilise comme on veut. Il est galvaudé par certains d'autres. Nous parlons d'une histoire simple. Il y a quelqu'un qui doit être réélu en 2018, qui a n'est-ce pas, demandé au peuple de lui faire confiance, bien sûr. Il n'y a rien qui va obstruer son chemin. Donc, il s'agit tout simplement d'appeler le président de la République à redonner confiance, espoir à la nation qu'il dirige. Vous l'avez déjà dit, merci. Voilà, oui. Dominique Bassi, je viens à vous par une question. Alors, on va encore dire un mot sur ces revendications. On a vu que les rebelles demandent la libération de Abdoulaye Miskine. Est-ce qu'en le gardant, le Cameroun, disons-le comme ça, n'achète pas le problème centrafricain? Vous aurez aimé que le Cameroun fasse quoi de Abdoulaye Miskine, le libère, le renvoie... Le rendre aux autorités centrafricaines, par exemple. Puisqu'on vous parle d'un non-État. Il y a quand même président de la transition là-bas. Ce n'est pas tout à fait un État. La preuve, c'est que depuis quelques années, ce sont des forces étrangères qui ont restauré un semblant de sécurité dans ce pays-là. Mais puisque ça crée l'instabilité dans notre pays. Non, sérieusement, au-delà de la question que vous posez, je voudrais dire que le gouvernement, dont je ne suis pas le porte-parole, est quand même conscient de la menace à l'Est. On a vécu des attaques des braconniers, des bandits armés et des rebelles. Après une longue léthargie, mais je crois quand même que le décideur en chef s'est finalement réveillé à travers ce que vous désignez par le déploiement des forces de sécurité et de défense. Il y a eu la création ou restitution des unités. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que l'aviation dispose aujourd'hui des hélicoptères
de dernière génération stationnés. Mais on peut faire plus que ça, Dominique. On peut faire plus que ça. Vous me permettez de continuer? Je vous le permets d'intégrer quand même que le Cameroun aujourd'hui peut faire plus que ça. Vous permettez qu'on discute des questions de sécurité comme ça? Dominique Bassi, terminons s'il vous plaît sur cette question. Oui. On ne peut pas parler des armes du Cameroun comme ça. Je crois savoir que je n'ai pas trahi. Laissez-moi continuer, M. Mobiokono. Ce que je dis n'engage que moi. Et je ne crois pas avoir trahi un secret de défense ici en disant par exemple que des hélicoptères de dernière génération, je n'ai pas décrit le mouvement des troupes. Je dis qu'on a déployé les forces de sécurité et de défense dans cette région-là. La preuve que le gouvernement est conscient de la menace de ce côté. Des hélicoptères de dernière génération stationnent de manière permanente désormais à Bétois pour pouvoir appuyer les forces terrestres. Donc, je ne vais pas partager le scepticisme de ceux qui pensent que le gouvernement ne fait rien. Tout ne peut pas être noir. On ne peut pas parler d'une inertie totale. Quelque chose est quand même fait. Quelque chose est fait et qui incline un peu à l'optimisme parce qu'en RCA, il y a la MINUSCA, la force des Nations Unies, qui a une force qui déploie beaucoup d'hommes de ce côté-là. Et comme le Cameroun est vital pour la RCA, les Nations Unies qui veulent sécuriser la Centrafrique n'ont jamais perdu de vue que il ne servira à rien de sécuriser uniquement la RCA sans sécuriser le Cameroun parce que les exportations centrafricaines transitent par le Cameroun. Donc, au-delà du gouvernement camerounais, je crois qu'on est conscient de la nécessité de sécuriser cette région du Cameroun. Sans vouloir entrer dans les affaires de sécurité de l'État, je conviens avec vous. Il y a quand même, à la une de l'œil du Sahel cette semaine, on nous a appris que des anti-Balak ont abattu un éleveur camerounais dans la localité de Sebawa, c'est en RCA. Est-ce qu'on va finalement dire que tant que les voisins du Cameroun ne trouveront pas la paix, nous on ne dormira pas sur nos deux oreilles? Mais il ne faut pas inquiéter les Camerounais. Nous avons une armée qui fait face à ces questions-là. Et dès lors qu'il y a une insécurité chez votre voisin, vous êtes aussi un peu en insécurité. C'est quelque chose qui me semble tout à fait normal. Mais même lorsque se trouvent sur notre territoire des guerriers qui viennent d'ailleurs et tout, il faut savoir ce que notre État reproche à ces guerriers-là. D'abord, le fait d'être en territoire camerounais sans avoir, comment je vais dire, rempli les conditions. En plus, le fait de se retrouver armé en territoire camerounais et tout. Moi, je pense que c'est ça. Simplement, il serait bon que dès lors que le secret ne garantit pas la paix dans les frontières, parce que j'ai cru vous entendre dire au début de l'émission qu'il y a des incursions à l'est du pays parce qu'il y a des forces de ce côté-là qui revendiqueraient la libération de M. Miskin et tout. Mais on clarifie les choses, mais il y aura toujours des incursions parce que, voyez-vous, on a besoin de venir manger, de venir piller au Cameroun et ainsi de suite. Pour ces raisons aussi, il y a des incursions. D'accord, merci. Soulé Vélo, et puis on termine avec Jean-François Mébenga. Je veux dire, que ce soit ce que Bobby a dit par rapport, n'est-ce pas, au secret défense, c'est qui Bobby? Que ce soit Bobby Okono, si vous voulez, que ce soit ce que moi je dis. Oui. Non, il ne s'agit pas pour nous d'être sceptiques ou bien de... C'est pas un scepticisme aveugle. C'est quoi donc? Nous applaudissons de deux mains, n'est-ce pas, ce que le déploiement, ce que les hommes, les forces armées font dans les frontières pour sécuriser, n'est-ce pas, les peuples, les populations camerounaises. D'accord. Mais nous disons, au regard des situations plus ou moins apocalyptiques qui se décrivent, qui s'observent, nous disons que même comme au niveau de, en fait, les militaires, on appelle ça la grande muette, ils n'ont pas l'habitude de prendre la parole. Mais le chef d'État est renseigné. Il a des états-majors. Il y a des gens qui... Et même la communication minimale. Est-ce que vous vous rendez compte que jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait si ce n'est ce que rapportent les journalistes ou alors ce que quelqu'un comme Dominique, qui est bien introduit dans les secrets des services de défense, peut nous dire sur un plateau de télévision. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Cela, nous attendons le savoir à travers une adresse publique du président de la République. Et je dis encore, Carole, qu'on le veuille ou non, il a reçu mandat du peuple. Il doit nous dire à quel niveau ça se trouve. Il est la communication minimale. Et à travers cela, il va nous rassurer que c'est vrai, on est attaqué, mais toutes les dispositions sont prises pour que l'ennemi soit botté en touche. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Jean-François Mébenga, on termine vraiment sur cette question. Oui, je voudrais juste rappeler que
Le Cameroun appartient à ce que les géographes appellent les espaces privilégiés. Nous sommes un pays privilégié, c'est un pays riche. Et vous avez des gens dans des pays voisins qui viennent attaquer juste peut-être pour tuer un mouton, oui, pour enlever un poulet, etc. Donc c'est ça, en tant qu'espace privilégié, eh bien, le gouvernement a le devoir de prendre toutes les dispositions au niveau des frontières. Parce qu'il y a des fois, vous entendez un coup de feu dans une frontière, eh bien, c'est des criminels qui sont en train d'exploiter l'or ou le diamant, mais pour protéger leur activité, ils tirent des coups de feu en l'air et ils continuent leur activité. Donc, merci beaucoup, c'est bien compris. Alors, est-ce que vous le saviez, l'alcool tue une personne toutes les 10 secondes dans le monde? Ce sont les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. Le Cameroun fait partie des pays consommateurs à outrance de l'alcool. À côté des whiskies très prisés, il y a les spiritueux, dont les whiskies en sachet, moins cher et qui tue autant que la bière. Le gouvernement vient donc de donner 24 mois aux acteurs de ce secteur pour écouler les derniers stocks. Le tort à eux donné, ils ne respectent pas les normes en la matière. C'est le reportage de la semaine. Il est signé Arnaud Ngefak, Ambroise Foguet et Constant Kamga. À n'importe quelle heure, je bois. Gorgé de King Arthur et les mots qui volent à sens et à contresens. Tu crois que si on arrête le King Arthur, ça va ranger le Camerounais bien pour le bien? Même dans la nuit, je bois. On dit de lui un accro de whisky en sachet. L'alcool tue une personne toutes les 10 secondes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, et le whisky frelaté ou en sachet constitue la grosse cause de cette réalité malheureuse. Le Cameroun a des engagements internationaux au niveau de l'OMS. Et ces engagements prescrivent aux États, n'est-ce pas, de prendre des dispositions visant à diminuer l'accessibilité, n'est-ce pas, de ces boissons spiritueuses. C'est donc tout le sens de l'arrêté conjoint Ming-Meat, Ming-Commerce et Ming-Santé du 12 septembre dernier. 24 mois calendaire donnés pour libérer les derniers captifs de ce mal qui préoccupe. Il ne s'agit pas d'une cabale contre le whisky en sachet. Les liqueurs en général consommées au Cameroun sont pour la plupart d'origine douteuse. L'agence des normes et de la qualité, appelée au secours, et la convocation obligatoire de la norme en la matière. Urgence d'une homologation plutôt victorieuse au vu du danger qui plane. Vous allez remarquer que sur les étiquettes, le taux d'alcool qui est indiqué, en fait, n'est pas réel, il n'est pas vrai. Donc, il fallait qu'on insiste sur le taux d'alcoométrie, sur le type de colorant qu'on devrait utiliser, sur la nature de la matière première, notamment l'éthanol, parce qu'on a observé que sur le terrain, certains malins utilisaient le méthanol. Au niveau de l'emballage, nous avons observé que dans les sachets, les whiskies vendus en plastique, en sachet plastique, qu'il y avait une interaction entre l'alcool et le plastique, ce qui provoquait une mutation du plastique vers l'alcool. Résultat, le consommateur qui ingurgitait donc ce type de boisson se retrouvait avec de l'alcool dans l'estomac. Les whiskies en sachet décorent tous les points de vente ou presque, les petits kiosques comme les grands magasins. 100 francs seulement pour s'en procurer, c'est comme la mort à vil prix. Il s'agit, comme vous l'avez dit, d'un métabolite qui passe rapidement dans le sang et qui s'accumule énormément dans le cerveau et dans le foie. Et comme vous savez, l'évolution à long terme, c'est que ça vous donne une accumulation de glycogène et puis vous allez dans une cirrhose du foie et finalement un cancer du foie. Pour le cerveau, vous entrez dans une accoutumance au bas mot au début et puis vous entrez dans la dépendance. Les statistiques de la Direction générale des douanes affichent pour l'année 2013 3,6 milliards de francs CFA pour l'importation de ces boissons spiritueuses au Cameroun. Cette interdiction annoncée
est sans doute une pilule amère pour les acteurs concernés. Nous avons inventorié plus d'une cinquantaine de marques de whisky en sachet. Imaginez-vous, pour un seul pays comme le Cameroun. Et parmi donc les producteurs, nous avons inventorié une douzaine environ. Et je ne vous surprendrai pas en vous disant que sur les 12, nous estimons qu'il y aurait 3 entreprises détentrices d'autorisation d'exploitation. Il faut nécessairement sauver les vies. Tel que l'État le dit, hein, je ne conseillerais pas ça à mon enfant. J'espère que d'ici 2 ans, je ne consommerai plus le whisky. Un reportage qui se passe de commentaires. Un religieux invite l'hôtel intercontinental de Genève à ne plus héberger le chef de l'État camerounais, le père Ludovic Lado, un jésuite réputé iconoclaste, vient donc de lancer une pétition dans ce sens sur Internet, notamment dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez lu la pétition, Christophe Obiokono? Je ne l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. À plus forte raison, vous ne l'avez pas signé? Non, je ne l'ai pas signé. Je ne l'ai pas signé, je ne l'ai pas lu. Donc, alors, pourquoi? Je n'ai pas été attiré particulièrement par cette pétition-là. Moi, je suis un citoyen qui vit pleinement ma citoyenneté. Donc, lorsque j'ai des choses à dire, je les dis. Quand je pense que je dois faire quelque chose, même sur le plan politique, je le fais. Jean-François Mebenga, il y a près de 3000 signatures déjà. La dernière fois que j'ai consulté le compte, ça veut dire qu'il y a près de 3000 personnes qui adhèrent à ce point de vue. Ben, vous savez... moi, j'ai eu à réagir il y a 4 ou 5 ans à un brûlot de Lado par un journal. Mais ensuite, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Parce qu'en fait, évidemment, c'est un libre penseur, mais c'est un plaisantin. C'est un plaisantin parce que on a suivi son histoire ici à l'université catholique, oui, avec Monseigneur Bacotte. Bon, après, il est parti, je crois, à Abidjan. On sait où Monseigneur Bacotte aujourd'hui. Il est parti à Abidjan, il a les mêmes problèmes. Donc, ce qui fait que vraiment, lui-même étant prêtre, on a l'impression qu'il est anticléricaliste, de dire que c'est absolument surprenant. Bon, donc, je dis, c'est un plaisantin, c'est tout. Parce que si le président dort à Genève, quand il est des passages par là, ben c'est dans un hôtel donné, ça veut dire que cet hôtel remplit toutes les conditions de sécurité. Or, la sécurité d'un chef d'État n'a pas de prix. D'accord, merci. Dominique Bassi, est-ce qu'il faut en rire ou il faut en pleurer? Je ne me situerai ni ici ni là. Je ne vais pas aller dans le sens de Jean-François qui parle de Père Lado comme d'un plaisantin, même si le Père Lado est habitué de sortir de piste, parce que j'ai considéré ça comme tel. Inviter les responsables de l'hôtel intercontinental à ne plus recevoir le chef de l'État. Il s'agit quand même du chef de l'État. Même si ici, on a souvent entendu les gens dire qu'ils dépensent beaucoup d'argent et tout ça. Le chef de l'État n'irait pas dans un hôtel, descendre dans un hôtel dans le même hôtel que Dominique Mbassi. Bon, il est habitué. Très souvent, quand même. Il est habitué de sortir. Il est habitué de sortir de piste. Mais c'est sa récurrence de séjour. Voilà, c'est ça. Oui, ce n'est pas parce qu'il descend là-bas. Le Père Lado est habitué de sortir. C'est ça le problème. Le Père Lado est habitué de sortir de piste, comme oui, l'affaire qu'il a opposée à Monseigneur Bacotte, parce que ce n'était pas une affaire Monseigneur Bacotte, c'était une affaire de tout ce qui anime l'Université catholique d'Afrique centrale, tous qui sont impliqués, qui voulaient quand même savoir un certain nombre de choses. Oui, oui. La demande d'explication, c'est de trouver dans la presse, c'était une sortie de piste également. Mais moi qui ai lu, qui ai parcouru son document. Sa pétition, oui. Oui, il est quand même sérieux d'un certain point de vue. Parce que de tout temps et dans tous les pays du monde, les hommes d'église se mêlent de politique. Bon, il reprend un peu la pensée du président Paul Biya qui pense que nous, le Cameroun, connaît un horizon politique assez dégagé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échéance électorale en vue. Donc, il est donc important, d'après le Père Lado, de profiter de ce temps mort, entre guillemets, pour engager des réformes électorales profondes, qui sont seules capables de nous prémunir
d'éventuels soubresauts inhérents peut-être à une transition politique. On parle bien de la pétition, je préfère qu'on reste sur la pétition. Non, alors, je suis en train de vous parler de la pétition parce que j'étais en train de... Vous nous avez amené sur le champ des réformes électorales alors qu'on parle... C'est dans la pétition, c'est réforme électorale. Je voudrais bien qu'on reste sur l'aspect de l'hôtel intercontinental, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas qu'on parle de... C'est cet aspect qu'on a mis en débat, Dominique Bassi. C'est cet aspect qu'on a mis en débat. Il est aussi bon, de mon point de vue, que ceux qui prennent la peine de vous écouter sachent que le père Lado ne s'est pas limité à demander... oui, il a aussi appelé à des réformes pertinentes, des réformes électorales. Donc, il mérite qu'on signe la pétition. Bien sûr, il parle par exemple... Vous l'avez signé? Non, je n'ai pas encore signé. Vous allez le faire? Ce n'est pas... Je vais sortir de mon rôle de journaliste en signant tel document, mais la démarche me semble... citoyen aussi, hein? Oui, en tant que citoyen, je trouve la démarche d'un certain vue pertinente. D'accord. Parce qu'il dit, par exemple, il appelle, par exemple, tous ses voeux l'avènement d'un mandat présidentiel de 5 ans. D'accord. Okay. Renouvelable une seule fois. C'est un problème sérieux. Alors, tout ça localisé à Genève. Oui, c'est un problème sérieux. Regardez un peu dans un pays comme les États-Unis ou dans un pays comme la France. Le chef de l'État, que ce soit Barack Obama ou Nicolas Sarkozy, ancien chef d'État français, ils ont pris chacun ces 2 coups de vieux après un mandat. Donc, il est important que il pose ce problème parce qu'un chef d'État qui travaille au bout de 10 ans... Sarkozy, Paul Biya, c'est 3 identités différentes, je voudrais bien vous le rappeler. Sous les honorés, le messager a écrit, et je cite, que cette démarche se fonde sur les dépenses faramineuses attribuées au président de la République pour ses séjours réguliers à Genève. Est-ce que le président n'a pas le droit de prendre des vacances pour s'installer où il veut? Je pense que je savais bien que cette pétition, les gens comme les Bebenga, prendrait ça, n'est-ce pas, d'en haut. Parce qu'on va dire Aka. On est dans le pays de Biaka, on a la Djomtekebo. C'est bon. Ça veut dire quoi? Mais Biaka, on a la Djomtekebo. J'ai vraiment l'habitude d'entendre ça et puis rien ne se passe. D'accord. Mais il faut intelliger la démarche du religieux, du jésuite, pour admettre que, en réalité, il faut gratter même le vernis de cette histoire. Dans le sens où il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il s'agit aujourd'hui, il interpelle. Ça peut ne pas prospérer. Mais on ne peut pas lui faire le procès d'avoir tenté cela. Il s'agit quand même de savoir quel est le budget de la présidence de la République. Où est-ce qu'on trouve cet argent? Et de manière permanente, le président de la République va pour une histoire qui se tient en Guinée, il prolonge à Genève. Il va pour les histoires de Nombambi, il prolonge en Genève. Mais comment, avec quoi on finance ça? Est-ce que demain ou après-demain, Henri Eyebe Aïssi, qui fait feu de tout bois avec le consupé, peut envoyer, n'est-ce pas, un contrôle supérieur de l'État à la présidence de la République? Est-ce que demain, les députés qui votent le budget de la présidence de la République peuvent demain, n'est-ce pas, l'étrécir parce qu'ils pensent que le président l'utilise davantage pour, n'est-ce pas, des choses de rien du tout? La deuxième chose qu'il faut dire, l'appel, c'est-à-dire derrière l'acte de Lado, se trouve, n'est-ce pas, l'appel à la moralisation de la dépense publique. Oui. Dans la mesure où, aujourd'hui, vous avez montré dans votre reportage des gens qui meurent de whisky en sachet. Je ne fais pas l'apologie du whisky en sachet, mais j'estime que ces gens-là, aujourd'hui, qui ont besoin aussi de goûter au spiritueux, le font simplement parce que... ils ne peuvent pas faire autrement. Au niveau de leur bourse. Les gens se sont appropriés la fortune publique. Parce que ce qu'il est des dépenses du président de la République à Genève, c'est aussi des éperviables. Des gens qui ont embastillé la fortune, ils se sont la appropriés, ils la sont appropriés, et ils laissent les autres, n'est-ce pas, à la croisée du chemin. Et j'espère que dans les 24 mois, on essaiera aussi d'assainir la gestion. Comme sur les ambassadeurs au débat. Il a embastillé le débat. Il a contrôlé le débat. Alors, messieurs, on est presque à la fin. Je vous permets une dernière prise de parole à chacun. Je commence par vous, Christophe Boubio-Kono. Alors, bien avant Ludovic Lado, il y a eu Monseigneur Tonier Bacol, Christian Cardinal Toumi, il y a eu Albert Dormo, Angebin Vin, Jean-Marc Ella, Samuel Keda. Il y a quand même des membres du clergé qui sont réputés pour avoir un ton dur vis-à-vis du pouvoir. Le christianisme est-il déchu dans notre pays au point d'entrer en dissidence avec le pouvoir? Mais vous semblez ôter aux personnes citées leur qualité de citoyens. C'est des Camerounais.
qui doivent s'exprimer. Oui. Pourquoi lorsque un religieux excelle dans l'art, ça ne pose pas de problème? Pourquoi lorsqu'il excelle, par exemple, comme enseignant, ça ne pose pas de problème? On peut citer le nombre des enseignants qui ont fait des choses extraordinaires. Je pense que pour moi, c'est un faux débat. Mais je voudrais quand même dire un mot parce que dans le cœur de, j'avais simplement réagi sur la pétition si je l'avais signée. Mais il faudrait que le débat sur la dépense, sur la qualité de la dépense, surtout le volume des dépenses générées par les voyages et les séjours du chef de l'État à l'étranger, qui soit posé publiquement. C'est énorme. Et il y a tout un secret autour de cela. C'est énorme. Et puis notre chef de l'État, il reste trop souvent à l'extérieur. Et quand il est à l'extérieur, il est obligé d'aller loger dans les hôtels, alors que effectivement le pays a pris toutes les dispositions pour qu'il ait le confort nécessaire pour vivre. Dans chaque région et voilà, qui vit au Cameroun. Donc c'est de doubles dépenses. On pense qu'il peut. Je pense que tout citoyen comprend bien qu'il peut aussi se déplacer, mais quand ça revient très souvent, il n'est pas toujours en visite de travail en Suisse. Mais il est presque toujours en séjour privé à l'hôtel Continental. C'est des dépenses faramineuses. Je crois que nous, par exemple, nous dans la presse, on n'a besoin que de 275 millions de francs pour l'aide publique à la presse. On ne la donne pas, on dit que... On peut trouver ça en quelques On dit que Boko Haram est là. On dit que Boko Haram est là. Mais c'est 2 journées à l'hôtel Continental. Merci beaucoup. Dominique Bassi, pour terminer sur cette question également. Oui, les multiples et récurrents séjours du chef d'État camerounais à l'intercontinental posent sans doute un problème sérieux et pertinent. Mais c'est la manière de poser ce problème-là qui pose problème de mon point de vue. Oui. Parce que le Père Lado semble perdre de vue que l'intercontinental a investi et espère un retour sur l'investissement. Oui, et pour l'intercontinental, donc, le chef d'État camerounais, je préfère parler que de parler de M. Biya, est un très bon client. Alors, engager une pétition pour... le bon client. Ce n'est pas possible. D'accord. En cela, la démarche me semble naïve. D'accord. Soulé, pour terminer aussi sur cette question. Je crois que vous avez posé une question fondamentale. Oui. Celle du religieux ou bien de la religion. Exact. Souvenez-vous que le Vatican est l'État le plus fort du monde. Parce que l'État, le pape, c'est un Vatican. Vous connaissez l'influence du pape sur un certain nombre de choses. La deuxième chose, toutes les révolutions françaises se sont faites avec l'implication du catholicisme. Je dis toutes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu que les souverains jouent avec eux. Et l'autre chose, si vous êtes arrêté, avant, il y a eu Monseigneur Jean-Zois. Il y a eu Monseigneur Ndogmo. C'est pour dire qu'en tout temps et en tout lieu, et même, il est même intéressant de plus en plus que l'Église, l'islam, que les religions s'occupent de la politique. Parce que si jamais ces gens-là qui gouvernent sont des croyants, au moment où ils vont faire leur confession, qu'ils acceptent, n'est-ce pas, qu'on critique leur façon, leur façon de gouverner. Et c'est important, n'est-ce pas, que de plus en plus, ces personnes religieuses s'impliquent de la politique. On a terminé notre temps. Je voudrais dire que le message Populo Progressio invite justement les prêtres et tout le clergé à ne pas regarder, à ne pas s'occuper que de l'âme. Mais il faut s'occuper des conditions de vie du chrétien. Alors c'est pour ça que vous avez vu en Amérique latine la théologie de la libération où il y avait des prêtres au maquis, n'est-ce pas? Bon, donc c'est pour dire que ça rentre dans leurs droits, c'est-à-dire ces ecclésiastes-là. D'accord. Bon. Ok, merci monsieur, merci d'être venu. On a épuisé le temps qui était le nôtre. Et c'est sur cette note que nous terminons dans cette édition de Canal Presse ce dimanche. Le remariage, surtout, on ne va pas terminer sans ça, à Ghislain Pierre-Essonneau, que nous retrouverons au sommaire, sûrement avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe qui travaille à l'élaboration de ce magazine d'information sur Canal 2 International. À dimanche prochain.